pas aimé le goût. Si tu ne l'as pas aimé, peut-être que moi je vais aimer. Donc à ce moment-là, pour moi. Et c'est pour ça que, en fait, il faut comprendre que quand on dit c'est bon, c'est pas bon, quand on dit c'est bon, moi, quand je veux dire un jeu il est mauvais, c'est par rapport aux notions que tu as dit. Les sensations qui sont pas bonnes, l'innovation éventuellement elle est rare, des pâquerettes, et on se dit, bah là, tu as vraiment fait le même jeu. Mais moi, j'y rajoute aussi par rapport quand je disais l'ergonomie, c'est-à-dire purement l'ergonomie d'un jeu. Un jeu, c'est pas seulement un moteur, c'est aussi une édition, c'est aussi un travail qui a été fait dessus, et on juge aussi ça. Est-ce que, comme dans un jeu vidéo, quand on regarde s'il n'y a pas trop de bugs, il y a des bugs dans les jeux de société, il y a des codes couleurs qui ne sont pas bien pensés, il y a des aides de jeu qui sont foireuses. Et en fait, là, c'est de la critique qui est vraiment, pour le coup, assez objective. C'est-à-dire que c'est pas grave d'aimer un jeu qui a une aide de jeu foireuse, mais il faut le reconnaître, quoi. J'aime ce jeu. Le jeu est pourri. Et ça, il faut savoir le dire comme ça, sans se sentir blessé. Mon jeu n'est pas parfait. Attention. Je suis tout à fait d'accord que l'ergonomie et le visuel sont des éléments qui sont souvent mis en avant comme des qualités du jeu. Alors, moi, je distingue effectivement le jeu en termes de gameplay mécanique, donc vraiment de l'idée abstraite qui est le jeu, et ensuite le jeu en tant qu'objet. Et à mon sens, tout ce qui est le visuel et l'ergonomie sont des critères très importants pour donner une vision complète de ce qu'est le jeu, pris en tant que réunion d'un objet et d'une idée, mais qui vont ne pas forcément, comme tu dis, affecter la sensation de jeu, mais qui, quand sont réussis, sont un vrai plus en fait. Et c'est presque quand tout va bien que ces éléments-là ils doivent être mis en lumière. Après, ça m'est déjà arrivé, la première, de me dire ce jeu est vraiment très laid, enfin, je trouve ça affreux. Bon, alors là, on peut encore dire que c'est encore plus subjectif. On a des noms, mais ça peut arriver et ça peut même être rebutant. Mais... Sur les règles, je prends l'exemple de principe. Les règles, c'est infâme. À la fin du livre de règles, on n'a pas envie de jouer, alors que le jeu est bien. Ouais, un bon livret de règles, ça peut t'aider carrément à rentrer dans un jeu, un mauvais livret de règles. Parfois, tu vas même pas jusqu'à la. J'en ai eu un ou deux où je m'arrête. Et ça fait partie de ce que nous, en tant que jeunes, on doit signaler aux personnes pour qu'ils soient un peu prévenus. Si vous aimez pas ça, faut le savoir. Je pense aussi au truc, toi. L'exemple concret, c'est un jeu sur Board Game Arena qui tourne super bien. Et après, tu l'achètes en BL et tu te rends compte que c'était bien pratique quand Board Game Arena calculait tous les trucs et fixait tout automatiquement. Il y a des jeux qui marchent beaucoup moins bien en vrai. Et ça, c'est pareil. Moi, c'est ça que j'appelle l'ergonomie, c'est ce côté. Est-ce qu'on a vraiment bien pensé? Est-ce qu'il y a pas trop de manique? Est-ce que je vois sans arrêt ou quand l'ergonomie te conduit à planter le jeu parce qu'il y a trop de manipulation, par exemple, et tu vas faire définir par contre faire des erreurs et que de toute façon ça va perturber la sensation de jeu en réalité. C'est aussi un secret. Tout simplement la visibilité, je suis de l'autre côté de la table, à l'envers du plateau, il y a des écritures en police 2 là-bas, je ne peux pas les lire. Et ça c'est particulièrement objectif. Donc ça je trouve que, par exemple, ça devrait presque être tout le monde qui pourrait parler de ça sans se sentir en train d'être méchant envers le jeu. Et on sent qu'il y a encore une barrière. Et cette complémentarité du côté objectif du jeu en lui-même et du côté subjectif de ce qu'on a pensé, et ça c'est ce que ça a apporté. On peut très bien faire les deux en une seule objectif. Et encore une fois, je dis, et l'affection qu'on a pour le jeu, qui dépasse tout le reste. C'est-à-dire qu'il y a des jeux que je trouve tout nuls, mais juste parce que je les ai achetés dans tel festival, tel jour, je les garde avec un jour sur une étagère. Et en fait, ça ramène, ça n'a pas forcément c'est le jeu. Il y a un aspect qui peut un peu Pénélope qui est très intéressant, c'est le retour. Le fait que les retours négatifs soient mal pris. C'est une question, en fait, on est tous des gens plus ou moins bien élevés, policiers et courtois. Et c'est vrai que notamment au festival, quand on nous demande est-ce que vous avez aimé ce jeu, un peu comme quand vous allez au spectacle de danse de votre fille et que, bien sûr, ce n'est pas l'opéra de Paris et que personne n'est censé synchroniser, vous dites quand même que c'est très bien parce qu'il n'y a aucun enjeu. Quand on est en festival, quand on est face à des gens qui sont professionnels et qui vont en vivre, en réalité, eux, ils ont besoin d'avoir un retour sincère parce que les retours sincères, en fait, sont rares. Parce que voilà, tous par courtoisie, on dit c'est très bien. C'est ce qui fait avancer tout. Et en fait, c'est ce qui va faire avancer, c'est ce qui va permettre aussi de corriger des défauts. En fait, si personne ne remonte jamais les points négatifs, le jeu va sortir comme ça, ce sera peut-être un four, et la personne, elle va vraiment avoir des conséquences irrémédiables. Moi, avant, j'étais très dans le gentil, le poli, voilà, parce que comme tout le monde, il est comme ça, plus ou moins, en principe.
Et maintenant, plus du tout. Je suis très très dure. Je le reconnais. Parfois, j'ai des gens qui jouent avec moi qui sont bons quand je fais mon retour, surtout si c'est négatif. Parce que c'est gênant, ça m'est déjà arrivé de gens. Non, c'est vraiment hier, on a eu le cas, j'ai dit non, c'est vraiment pas bien. Ce n'est pas possible, ça ne fonctionne pas du tout. Et la personne a dit au final, elle est juste elle m'a dit ah bah en fait moi non plus je déteste ce jeu et je vais devoir l'expliquer tout le week-end. Donc vous voyez en fait personne, c'est un jeu dur aussi. En fait il ne faut pas hésiter à dire ce que vous pensez et vous avez le droit de penser. Être assertif, c'est important. Ça ne veut pas dire être agressif ou violent, mais il faut être assertif dans tous les domaines de la vie et y compris dans vos opinions parce que même si vous avez une expérience de vie peut-être moindre que d'autres personnes, votre sensation de jeu, elle existe à part entière. Donc vous avez le droit d'exprimer. Donc on reste dans les limites de la sécurité. On n'est pas agressif. Je vais pas. Allez-y parce qu'on vous prend grave la parole. J'en ai marre. Est-ce que la taille du milieu, c'est bien de faire à réfléchir comme ça? Est-ce que oui, le milieu ça c'est sûr. Est-ce qu'il demande justement à exploser comme on pourrait le faire non, mais ça, c'est, vidéo ça, et qu'en fait il y a une connaissance, il y a des acquaintances. Non mais ça c'est sûr. Alors les acquaintances, j'aime pas ce mot parce que en fait c'est un. Non mais parce que c'est un milieu qui est finalement assez, surtout malheureusement, qui est assez familial, plus qu'acquaintance, et donc les gens s'aiment bien tout simplement. Et je me suis déjà rendu compte que j'ai jamais subi de pression d'éditeurs qui me font alors une fois ou deux. Pas finalement ce que vous pourriez croire, enfin voilà. Mais une fois ou deux, j'ai eu des réflexions un peu désagréables, mais la plupart du temps, ça se passe plutôt bien sur le plan professionnel, ils acceptent, ils jouent le jeu de la critique. Là où c'est dur, c'est à titre personnel. Moi, il y a eu une semaine, j'ai dû faire une émission où j'ai critiqué 2 jeux de copains qui sont auteurs. J'ai dit que j'aimais pas leur jeu. C'est ce moment qui est difficile parce qu'on connaît les auteurs, on les rencontre. Voilà, qui nous regardent dans la salle. Et c'est pas, ça nous amuse pas du tout. C'est des moments où c'est même pour moi une question d'intégrité, mais où moi je me fais mal. Le moment où je commence à prendre le micro pour dire dans ce jeu-là, je pense que ça va pas. Je voudrais tellement pouvoir dire que c'est bien. Il y a un peu ce silence qui se fait. Par exemple, tu parles avec quelqu'un qui dit il te demande s'il a aimé le jeu, il attend d'avoir ta réponse. Ensuite, il dit bah non, je l'ai pas trop aimé. Ah bah chouette. Oui. Ça marche. Il y a pas juste ce silence logique qui traite sur des jeux que pour le coup les gens n'ont pas aimé et qu'on n'ose pas le dire. Mais oui, ça c'est sûr que le milieu est petit, on se connaît tous très très vite. Mais très très vite. Et ça changera peut-être en fait, il y a quand même des personnes, notamment chez les auteurs, qui arrivent à faire la distinction entre leur quand une attaque n'est pas personnelle, quelqu'un m'a dit ça récemment, quand une attaque elle n'est pas personnelle. c'est pas la personne qu'on critique, c'est Et en plus, il faut voir que le concept avec l'auteur, souvent l'auteur, le jeu, il est passé chez l'éditeur, il y a peut-être des choix de l'éditeur qui ne sont pas les choix de l'auteur. Ça arrive souvent. Et bien, c'est l'auteur, quand il lui dit, en fait, ça fonctionne pas, en lui-même, il dit, putain, je l'avais dit à l'éditeur, et il m'a pas écouté. Ouais, je me souviens d'une fois où j'avais dit d'un jeu, ah, c'est le jeu bien, mais ce thème, c'est pas possible. J'avais fait ça, et j'avais eu un appel de l'auteur qui m'avait dit, oh, merci, c'était un choix de l'éditeur, j'étais tellement pas d'accord. En fait, des fois, on a l'impression, moi j'ai une nombre de fois qu'on m'a dit, mais vous respectez pas les auteurs, etc. Mais non, enfin, pour l'instant, je n'ai aucun auteur qui est venu me voir en me disant, tu ne me respectes pas, vraiment pas. Moi, je pense qu'une fois de plus, je dis, ce n'est pas rendre service du tout. En fait, si on apprécie les gens, au contraire, il faut mieux leur dire. Et bien sûr, c'est pas évident. Et c'est aussi un peu une discipline sportive d'affûter son esprit critique. Je pense qu'en réalité, plus on y arrivera, plus on sera performant là-dedans, plus on trouvera des axes pour développer sa pensée, plus on fait des connexions. Moi, je le vois comme un sport, et plus on s'efforce de faire ça, plus on s'efforce à écrire, ou à le dire à l'oral, enfin chacun son mode de communication. Plus on le fait, plus on y arrive, et meilleur on est en réalité. Donc il ne faut vraiment pas avoir peur de passer cette barrière, de se détacher des règles du jeu, de se détacher juste du j'aime pas, c'est nul, c'est pas bien, c'est super. Et si on passe le step d'après, en fait, très vite on y arrive, parce qu'on a tous les compétences pour le faire. Puisque c'est qu'on parle encore de nos sensations de jeu, donc on se connaît bien. Bien sûr, je pense qu'on a les compétences, mais après, c'est principalement l'envie qui va driver le fait de faire une critique. Il faut en avoir envie. Il faut en avoir envie, mais au-delà de ça, faire une critique, qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative, une critique négative pour renforcer un jeu, le jeu à l'auteur, on est d'accord, me paraît très difficile dans le sens tant que je vais dégager pour justement arriver à en
faire quelque chose d'intéressant. Alors ça, je comprends. J'ai entendu, surtout en ce moment, je comprends mieux parce que il y a tellement de jeux à sortir qui sortent. Il y en a quand même beaucoup des bons, donc on a envie d'en parler, on a envie d'être traité, et il y a beaucoup de jeux quand on se dit pourquoi je prendrais du temps pour celui-là. Donc moi, je le fais aussi pour une chose, c'est ce que je disais au début, c'est crédibiliser ma parole. C'est-à-dire si on ne voit que des vidéos de moi qui me présentent critiques en train de dire que chaque jeu il est formidable, j'ai envie que les gens comprennent et du coup puissent se construire, comprendre mon aspect. Et jouer aussi à beaucoup au mauvais jeu. C'est très important de jouer à mauvais jeu régulièrement. Pas quand on dit que le jeu est bon. Déjà, premièrement, c'est pas parce qu'on nous dit, ça c'est très important, c'est pas parce qu'on nous dit qu'un jeu est mauvais qu'il ne faut pas y jouer. Toujours. Voilà. Bien à d'autres personnes. Mais non, ce que je voulais surtout mettre en avant, c'est le fait que, par exemple, on essaye de trouver la vidéo de la semaine. Parce qu'on s'est mis en tête qu'on faisait une vidéo hebdomadaire. Si on se retrouve à tester 7 jeux, 8 jeux, 9 jeux, 10, on n'a pas encore la vidéo de la semaine. On est convaincu que finalement, pour le moment, ces jeux-là, on n'en parlera pas. Parce qu'on a décidé que si on n'en parlait pas, c'était aussi pour mettre en lumière un jeu qui avait plus de qualité et profiter plus de la lumière que de mettre des vidéos dans des jeux dans le monde. Oui, et ça, tout dépend du contenu que tu fais et de la quantité de contenu que tu fais. C'est vrai que si je faisais qu'une vidéo par semaine, je choisirais sans doute. Et d'ailleurs, c'est quand chez Toprak, on faisait un jeu par semaine, on avait beaucoup plus de jeux que ça et on choisissait quand même les meilleurs. Parce que, voilà. Moi, sur ma chaîne, je fais beaucoup de contenu. Je fais beaucoup de jeux. Enfin, dedans, mais il y a beaucoup de jeux que je découvre en direct aussi. C'est le principe. D'ailleurs, je ne sais pas s'il est mauvais. Ce qui est bien pour le format, la difficulté, c'est justement de tester suffisamment, d'être suffisamment diffusé pour qu'à un moment, on passe dans la critique. Nous, typiquement, ce qui nous empêche de passer dans la critique, c'est en partie le fait qu'on ne fait qu'une vidéo par semaine, mais pour moi. Si on était carrément beaucoup plus productif au niveau de YouTube, sans montage, je pense que Twitch, par exemple, peut permettre de faire des choses qui sont différenciées en termes de montage. Nous, notre max n'est pas là. On se retrouve un peu coincé à faire de la critique de jeux positifs. On est obligé de sélectionner ce qui paraît plus intéressant pour nous. Mais là, en fait, la contrainte, c'est vraiment le problème du modèle économique en réalité. Et c'est toujours le modèle. C'est toujours le modèle économique et le fait qu'on ne peut pas en vivre pleinement. Aussi parce qu'il faut le dire, les joueurs et joueuses qui vous suivent ne sont pas prêts toujours à payer pour avoir du contenu. Il y en a, de plus en plus. Merci d'ailleurs à ceux qui me soutiennent. En fait, on voit bien, le contenu sur Internet, on a dans cette idée de la gratuité. Quand vous lisez, par exemple, quand je fais les cahiers du cinéma, en général, on s'abonne. Il y a un acte positif. Alors après, il y a la publicité et tout, parce que les abonnements ne suffisent pas, mais il y a quand même un acte d'adhésion. Dans les contenus en ligne qui sont souvent gratuits, il n'y a pas cette dynamique. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on doit être financé par de la publicité? Est-ce qu'on doit être financé par les professionnels, avec la difficulté de dépendance? Ou est-ce qu'on doit être financé par les consommateurs, alors par leurs joueuses, en fait, comme on pourrait l'envisager dans d'autres secteurs? Et la vérité, c'est qu'on en revient au secteur qui est un peu petit, qui n'est pas encore super développé, qui a des moyens, mais pas non plus incroyables. Il ne faut pas croire que les éditeurs ont une fortune à dépenser dans de la publicité. En ce moment, surtout, c'est difficile pour tout le monde. Et surtout qu'il y a 2-3 très gros éditeurs pour beaucoup de petits éditeurs. En fait, ils n'ont pas du tout les mêmes forces de frappe finalement. Et c'est vrai que dans le milieu du jeu vidéo, la plupart des chaînes sont, par exemple, on ne peut pas accéder à certaines chaînes Twitch sans être abonné. Et il y a beaucoup de. Voilà, c'est vrai qu'au milieu de la société, on a envie de dire qu'il n'y a pas de sous. Il n'y a pas d'argent, enfin, c'est de l'argent qui n'arrive que quand le marché est suffisamment mûr et suffisamment robuste. On n'est pas là. C'est ça, et c'est ce qui doit clairement, parce qu'en fait, on n'est pas mainstream, on se retrouve avec déjà une niche qui est regardée par une niche. On a essayé de contacter des sponsors extérieurs, justement, je parlais de publicité, et d'essayer de se détacher complètement du milieu, ça n'intéresse personne. Non, ça n'intéresse personne. Et si tu veux, par exemple, un gros sponsor, il peut aller chez quelqu'un qui fait du jeu vidéo et avoir des millions de vues, et sur une chaîne de jeux de société, il en aura 5000. C'est vite vu pour lui. Et ça a été une des raisons pour lesquelles j'ai craque ça n'est pas un modèle économique encore idéal et c'est très balbutiant. Tous les médias publics, ça on est d'accord, c'est un problème. Et nous
survie. Si on veut en vivre, effectivement. Moi, je voudrais qu'on revienne plus sur le fait de faire des retours sur des jeux positifs, parce que c'est des jeux qui nous ont plu et on a envie de les mettre en lumière. Je comprends tout à fait, parce que tu as des impératifs, et c'est toujours plus agréable de voir des choses qui nous enthousiasment que des choses qui nous énervent. Je pense aussi que c'est important pour les personnes qui suivent de voir qu'en fait, on n'aime pas tout et qu'on peut avoir des avis, parce que si on aime tout avec la même intensité, eh bien, au final, rien n'a de valeur et notre avis n'a plus grande valeur, parce que tous les domaines libres. Et ça, c'est vraiment aussi une problématique qui est assez fréquente, parce que voilà, on a ces impératifs de choisir les jeux dont on va parler, d'avoir un format qui est calibré pour un par semaine, etc. Mais moi, je pense que c'est vraiment important de prendre le temps de parler de choses qu'on n'aime pas. Et c'est même là où on va nous attendre plus au tournant, et c'est là où c'est important vraiment de montrer que les avis qu'on peut émettre n'ont pas tous la même intensité, et que du coup, ta parole elle sera forcément plus valorisée quand tu t'enthousiasmes si par ailleurs tu n'as pas hésité à dire que d'autres choses ne te plaisaient pas. Je pense vraiment qu'en termes de crédibilité, comme tu le disais, c'est super important de dire qu'on n'aime pas quelque chose. Mais tout simplement parce que c'est la réalité. Ça ressemble aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Les gens qui regardent les vidéos, qui écoutent les podcasts, n'aiment pas tout. Et eux aussi, ils trouvent qu'il y a des jeux qui sont nuls, ils n'ont pas de chaîne, mais pareil, quoi. Et donc, ils vont se reconnaître dans quelqu'un qui a des goûts, que ce soit les leurs ou pas les leurs, ils vont pouvoir se dire, ah, j'ai pas les mêmes goûts, j'ai les mêmes goûts. On s'identifie à un tel ou à laquelle un nouveau format qui est plus axé critique. Où on dit au tout début, sur une échelle, combien le jeu nous donne envie de jouer, est-ce que ça va être collé. On fait leur critique, après à la fin on dit, ah ça on a aimé, ça on n'a pas aimé, et on change un peu à peu près par rapport à ce qu'on avait au début. Et du coup c'est important de faire ça, je trouve que le format est vraiment très cool, parce qu'on a aussi bien les côtés positifs que les côtés négatifs, et à la fin, comme notre jeu, donc vraiment on va tout les clés en main pour savoir si le jeu peut le faire. Ça soulève la question de la notation, qui est un aspect aussi, il y a des adeptes des notes. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout la notation, je pense que c'est bien parce que ça donne un repère immédiat, et voilà, ça permet de situer immédiatement. La difficulté, c'est que, comparé juste à l'expression des sensations, c'est que la notation, en réalité, on sait qu'on la donne à un jour donné, à un moment donné. Peut-être que dans 5 ans, vous savez, on a tous fait ça, on fait le top 10 de nos meilleurs jeux. Moi, le premier sera toujours dans le ski hôtel, bien sûr. Mais c'est les meilleurs jeux du monde, sur 20 sur mon échelle personnelle. Mais tous les 6 mois, en fait, ça va changer. Beaucoup, ils changent parce que vous allez peut-être jouer à des nouveaux jeux. Vous allez retomber dans des anciens jeux. Vous allez vous dire, bon, finalement, j'avais trouvé ça vachement bien, mais en fait, c'est la copie de tel truc en moins bien, finalement. Donc, c'est là où la notation, elle est compliquée. Il faut bien arriver à dire que la notation, elle n'est que le reflet d'une opinion à un moment donné et qu'elle est très susceptible de changer. Alors, moi, la notation, j'adore ça, mais je note tout, en fait, dans ma vie. Je note mon sandwich, je note la qualité de la route, je note mes amis, bien sûr. Je note tout. Moi, la notation, j'adore ça, mais alors, par contre, je suis d'accord, je suis encore trop mal à prendre au sérieux. Les gens qui prennent au sérieux un 7, un 6, un 5, la notation, c'est du plaisir personnel pour se repérer soi-même dans sa collection de GG et se dire, là, je vais avoir, ça va mettre tous les jeux que je préfère, mais en vérité, les différences d'un 7 à un 10, elles sont comme ça. Le 7, il peut devenir un 8 le lendemain. Et ce qui est drôle, c'est vraiment si vous prenez les notations sur les GG, parce que sur les GG, on peut mettre les notes des jeux. Par exemple, je crois que le premier RG a une note catastrophique. Et à quel moment des gens qui jouent à Brass, Gloomhaven, c'est quand même une notation léger de Terraforming Mars, évidemment, ils ont mis le mec qui fait un commentaire pour mettre mon premier verger en disant qu'il y a trop de hasard dans le jeu. Mec, c'est un jeu pour les enfants de 2 ans. Aussi, la notation, elle ne peut pas être faite sur les mêmes. Oui, donc la notation, cette notation-là, elle n'a aucun sens en réalité. La seule chose qui me dérange entre guillemets dans la notation, c'est qu'elle disait au tout début que l'argumentaire était ultra nécessaire en fait dans nos sociétés. Et comme fait tout le monde, quand on a une note, et ben voilà, on passe direct à la note qu'on a. Ça, c'est pas ça. Et en fait, ce fait de notation, ça reste tout ce qui est avant l'étude argumentaire, du coup, on a tout ce qui est argumentaire, de savoir, en fait, est-ce que c'est vraiment bien ou pas, est-ce que c'est fait comment ou pas, parce qu'on a juste vu, le premier sur un test de jeu vidéo, je vais directement voir les notes sur la critique, je ne regarde pas ce que les gens ont. Mais c'est marrant tout ça, parce que dernièrement, quand je mets des notes,
j'ai eu des moments où je me disais, est-ce que je vais dire, parce que, par exemple, il va y avoir des gens où je vais en dire plein de bien, mais ma note va pas être si dingue que ça. Parce qu'elle est subjective, donc en fait, je dis plein de bien parce que je trouve que c'est un jeu qui a plein de qualité, mais à titre personnel, il est dans mon moyen, quoi. Et les gens n'iront pas se faire bien. Exactement. Mais il n'empêche, ça reste une liberté individuelle. Moi, j'espère, je compte sur les gens pour être suffisamment curieux, intelligents, pour aller lire l'ensemble, écouter l'ensemble. Et moi, je me fais du plaisir aussi. C'est-à-dire que c'est comme ça que j'ai envie de fonctionner. Et il y en a d'autres pas du tout. Ah, une question. Parce que là, je pense que tu peux essayer de crier très fort. Bonjour. Par rapport à ce que vous disiez, pour situer, dans mon boulot, je suis amenée à faire des critiques professionnelles dans un milieu artistique. Je connais un peu le problème de ce que vous racontez entre les parties objectives et les parties subjectives, finalement, de l'appréciation qu'on peut porter sur une œuvre, sur un jeu, sur n'importe quel élément de création, finalement. Et je me demande si ça vaudrait pas le coup d'instaurer une double notation. Une notation de tout ce qui va être objectif, artistique et technique. C'est-à-dire des choses qu'on peut très concrètement dire. Il y a des choses de qualité, il y a des matériaux, il y a une mécanique de jeu, il y a une innovation qui sont de tel type, etc. Donc, qui sont en fait plutôt des critères qui permettent de se situer et des qualités, une qualité réelle, professionnelle, objective de ça, qui est indépendant de ce qu'on pense. Parce que comme vous le disiez, moi j'ai vu des œuvres d'art absolument techniquement magnifiques et d'une maîtrise absolue que je trouvais absolument hideuses, et des trucs qui étaient professionnellement pourris, mais que j'ai adoré. Et c'est totalement possible. Et d'avoir par ailleurs cette note totalement subjective qui correspond à moi personnellement, en tant que critique justement de mon avis personnel et empirique, celui-là. C'est telle note. Moi je prends l'idée. Et je pense que ça vaudrait peut-être le coup et ça permettrait peut-être une meilleure situation finalement pour professionnaliser la critique qui pourrait être intéressante. Ça, c'est en deux parties. Il faut vraiment avoir le côté objectif et le côté voilà, d'avoir, je sais pas, une forme d'objection où on a quelques critères, quelques choses, par exemple, tel type de jeu, pour tel type d'âge, pour situer en fait la notation. Ça, c'est plutôt dans le domaine de la cible, ce qui est aussi hyper important dans la critique, c'est de. Ça, on l'a même pas parlé parce que je pense que c'est évident sur tout le monde à cette place. Oui, la première chose qu'on doit faire nous, c'est dire pour qui est ce jeu. Voilà, c'est ça. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Ah, disons. Non, mais disons, c'est pas critique, c'est de l'intention. En fait, moi, je n'aime pas du tout qu'on me dise, mais c'est parce que ça ne t'a pas plu parce que tu n'es pas la cible. C'est un argument que je trouve très dérangeant. Non, ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, je suis la cible des bons jeux. Ouais, mais c'est pareil. En fait, non, mais ce que je veux dire, c'est exactement comme si voilà, pour mon premier verger, pour ce que je vais en faire, si j'y joue avec un enfant, en fait, c'est un très bon jeu. Bien sûr, avec les notes, on ne va pas jouer à ça sur sa chaîne. Mais avec, c'est pour ça que je suis sur l'histoire de la cible. Effectivement, on peut dire ça va être plutôt très expert et tout. Mais je trouve ça toujours compliqué parce que je pense qu'en réalité, un jeu, s'il a des qualités, il est la cible de tout le monde. Et ça, c'est un énorme problème. Ça, je pense que l'histoire de la cible, c'est aussi un des gros arguments marketing. Je trouve ça vraiment gênant parce qu'on m'a déjà dit oui, mais ce jeu, il est très bien pour des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer. Ok. Parce qu'il est facile, oui, voilà, c'est très simple. Mais je pense que ces personnes-là, en réalité, si on leur offre mieux, elles prendront le mieux. Elles prendront le plus compliqué. En vrai, c'est juste un problème d'offre. Oui, en fait, je veux pas dire qu'il faut redonner un truc, comment dire, marketing c'est pour tel âge, mais plutôt pour une typologie de joueurs, en fait. C'est-à-dire que les gens qui vont aimer les jeux d'enchères ou les gens qui vont aimer des mécaniques de façon je pense, un peu, je pense que ça se discute entre professionnels pour définir justement quels seraient les repères. Moi j'aimais mieux l'idée de la note, on va dire technique, entre guillemets, par rapport à l'ergonomie, l'innovation, etc. Et après la note ressentie, et le fameux, et moi, est-ce que je l'aime ou pas. Par contre, je veux juste rebondir parce que en fait je suis d'accord avec toi. Non, mais je suis d'accord avec toi, je déteste quand on dit, mais toi t'aimes que les jeux experts. Faux, j'aime tout. Sauf que, je suis la cible de tout. Par contre, là où je parle de cible, c'est quand j'ai un jeu comme Voidfall et que je vois
des gens dans mon chat qui disent ah, c'est trop beau, j'ai trop hâte de l'acheter, j'ai envie de leur dire ne l'achetez pas qu'en visuel. Préparez-vous, il y a 3 heures de règles, il y a 3 heures de mise en place, il y a 4 heures de partie, ça va vous demander beaucoup d'investissement. Donc les gens qui ont envie d'avoir une règle en 10 minutes, c'est plutôt sur ça que je pensais à l'instant. C'est par rapport aux attentes, finalement. Parce qu'en fait, il y a un mal en ce moment, c'est que beaucoup de gens achètent les jeux parce que la web est jolie. Sur la hype. Et la hype. Ils ne connaissent pas du tout le jeu. Ah, ça c'est putain, je le vois partout. Ah, je l'achète. En fait, ça dure 4 heures et moi je joue. Oui. On a Ça peut être un jeu narratif, vous croyez avoir autre chose, et c'est juste bien décrire ce qu'est le jeu pour que les gens n'aient pas une surprise dans la web. Ah, c'est vrai que sur le visuel, je pense que c'est très. En tout cas en France, c'est très marqué parce que, par exemple, en Allemagne, je pense qu'il se pose pas ces problématiques sur la direction artistique des jeux. À tel point que même un jeu de gestion qui serait trop joli, c'est louche. oui, pour eux, le moche, c'est gage de qualité. En fait, c'est clair. Hein. Les illustrations de Clemens Franz, quand vous les voyez, vous savez à quel type de jeu vous allez jouer, c'est presque un élément d'information sur le jeu. Donc je pense qu'il y a vraiment aussi des différences d'attente. Je pense qu'en France, on est très. Je ne prétendrai pas savoir pour les joueurs américains, par exemple, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, les joueuses français sont très sensibles à la direction artistique, et je suis assez d'accord que c'est souvent des éléments qui sont pris argent comptant pour lâcher un jeu. Et alors, je vous garantis, moi, la première, j'ai acheté des très mauvais jeux juste parce que j'ai des très belles couvertures de Vincent Dutrey. Visuel et thématique, c'est vachement important. Pour le coup, il y a des jeux avec thématique qui vont parler de couverture. On va mettre un thème espace synthétique et un thème avec les champignons. Le charbonnet, parce que le jeu, il a aussi un aspect qui fait appel au sens. Et il y a un vrai aspect charbonnet. Parce qu'il y a des éditions qu'on a envie d'avoir en les mains, les petits Meeple qui sont super. Les petits Meeple avec des chats, par exemple, moi, le jeu peut être très mauvais, je m'extasierais quand même.